La place est à toi. C'est marrant cette rampe. Bonjour, bonjour. Ça va? Ouais. Pour être honnête, je fais pas tout à fait le malin parce que d'abord c'est très beau ici, ensuite il fait assez chaud. Et puis Laure, Lucie, enfin tout le monde m'a dit ouais tu vas voir, on leur a dit ça va être marrant, c'est génial ce qu'il va faire et tout. Du coup, je fais ce que je peux. Je penche mon truc. Voilà. Vous avez eu une longue journée déjà? Bon, je suis quand même très content d'être ici, même si, comme je l'ai dit, je ne fais pas tout à fait le malin. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, j'ai une pendule. J'ai 1 heure quand même? On a 1 heure en tout? Ouais. Moi, je m'étais dit que je vous parlerai pendant 30-40 minutes, puis après on discute. On verra. Ça m'aide aussi à me limiter, parce que si je dis que je fais 30 minutes, du coup, j'ai une chance de faire moins d'1 heure. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc parler de ces histoires de confort et de sobriété énergétique et de la manière qu'on a chez Incube, donc et la structure pour laquelle je travaille, d'aborder ça depuis quelques années maintenant. Alors peut-être je vais vous dire qui je suis d'abord, parce que vous avez peut-être dit que j'étais rigolo et que ça allait détonner, mais peut-être que vous ne savez... Qui m'a déjà vu quelque part? Ah, ça va, il y a des gens, quelques personnes un peu... Vous êtes regroupés, vous avez fait un club. Ça doit être les énergéticiens, eux. Donc je vais la faire courte. Donc je m'appelle Pascal Lenormand, nous arrivons de Creuse, je dis nous parce qu'on est venu à 2, où se trouve le siège de cette société qui s'appelle Incube, qu'on a créée en 2017, sur la base d'autres choses que j'avais pu faire avant, dont je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais dont un des points de départ a été de se dire qu'on voulait faire de l'énergétique dans le monde réel. Voilà, après avoir fait quelques années d'énergétique dans un autre monde, dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Et ça nous amène, en particulier depuis 2 ans, à beaucoup intervenir dans ce qui est devenu quasiment notre spécialité, c'est-à-dire tous les problèmes énergétiques dans les bâtiments dont personne ne veut, ou sur lesquels on a bien du mal à trouver des solutions ou des trucs qui se mettent en place sans douleur. Voilà. Donc typiquement, soit des bâtiments bizarres au sens qui ne rentrent pas bien dans les logiciels habituels, donc bâtiments patrimoniaux, par exemple, ou ce qu'on appelle les usages atypiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un usage atypique? C'est encore une fois un usage qui ne rentre pas tout à fait dans les logiciels habituels. Concrètement, ce qui ne ressemble pas beaucoup à un logement, une école ou des bureaux, voilà, qui sont les grands classiques. Donc parmi ceux-là, on a beaucoup fait des bâtiments culturels. Et puis, depuis un peu plus récemment, ce qui explique aussi pourquoi je ne suis pas complètement 100% à l'aise encore avec vous maintenant, les lieux dédiés à la santé. Parce qu'il s'y passe des choses qui, là aussi, ne rentrent pas tout à fait dans les logiciels habituels, logiciels de simulation, de thermicien, ou logiciels mode de compréhension. Et donc c'est ce que je vais tâcher de vous raconter aujourd'hui. Voilà. Vous avez des questions à ce stade? Ça va? Non? Alors, il y a une question aussi que je pose habituellement. Est-ce qu'il y a un truc auquel vous aimeriez avoir une réponse d'ici 1 heure? C'est-à-dire vous vous êtes dit, oh super, il y a Pascal Lenormand qui vient, enfin voilà ce qu'on vous a raconté, quoi. Il faut absolument que j'ai la réponse à la question, ça. Vous lui avez poussé le coude, vous avez fait comme ça, il dit, vas-y, dis-lui, c'est ça? Oui? C'est un pacemaker? Non, ça? Ah non. Non, c'est un petit micro-enregistreur. Ça va, ouais, donc c'est une vraie question grave. D'accord. Super. Non, mais ça peut être important. Ça peut être un accident évitarié, mais là, je me sentirais en sécurité. Il y a sûrement des professionnels. Non, des questions, des sujets non. Sinon, je vais être en roue libre. Hein. Non? Bon, j'en ai suffisamment pour vous, des problèmes. Donc ça va. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là pendant donc, la demi-heure, 3/4 d'heure, 40 minutes où je vais juste parler? On va d'abord juste prendre un petit temps pour se reposer le problème. Donc, Laure l'a rappelé, quand on m'a demandé de faire cette conférence, j'ai proposé qu'on parle de confort et de sobriété dans le cadre des secteurs de la santé, en disant que c'est peut-être j'aurais dû choisir un mot plus simple, la quadrature du cercle. Donc, un truc apparemment insoluble, ou en tout cas qui dès qu'on commence à le faire, semble poser des problèmes, voilà, semble poser des difficultés. Donc on va bien se poser le problème, se mettre d'accord sur les bons termes. Après, je vous expliquerai pourquoi
on semble, alors je dis on, disons la communauté de l'énergétique au sens large, quoique ici ça a l'air un peu différent, ils ont l'air beaucoup moins démunis que les autres. Je disais tout à l'heure que c'est agréable d'entendre des bonnes nouvelles, et ici j'ai l'impression qu'il y a un paquet de bonnes nouvelles quand même. Mais globalement, les énergéticiens et les gens du bâtiment sont assez démunis par rapport à ces problèmes, je vous expliquerai pourquoi. Je passerai un petit temps pour vous dire pourquoi je considère qu'aujourd'hui, et c'est pas pour vous flatter, les problèmes les questions énergétiques que je croise dans le domaine de la santé au sens large, hein, alors j'espère que je ne vais pas commettre d'impair sur le vocable, entre la santé, le sanitaire et social, et je navigue un petit peu dans ces choses-là, donc si je n'utilise pas les bons termes, vous pouvez me le dire ou me le rappeler. Pourquoi c'est spécialement compliqué chez vous? Il y a quand même plusieurs choses qui font que le problème énergétique n'est spécialement pas simple à régler dans ces contextes-là. Alors je me baserai plutôt sur mon expérience, hein, qui n'est que ce qu'elle est. Et puis plutôt que vous expliquer une théorie du design énergétique, de comment on travaille, etc., je me suis dit qu'on pourrait faire des exemples ensemble, des cas réels auxquels soit j'ai été confronté, soit qu'on peut imaginer, pour vous illustrer un peu de quelle manière on les aborde, en espérant que, ça c'est quelque chose qu'on utilise souvent, ça permettra de vous montrer, en fait, des fois je dis, comment ça se passe dans ma tête, c'est-à-dire la manière qu'on a de réfléchir ces sujets énergétiques en lien avec les comportements et les usages. Voilà. Ça va? Pas d'objection? Vous m'entendez bien? Il faut quand même le micro? Ouais, ok. Donc je garde le micro. Ça fait des effets de scène. Alors, quel est le problème? Donc on parle de confort et de sobriété. Sobriété énergétique, hein, on va déjà se restreindre à celle-là. Donc c'est deux mots compliqués quand même, c'est deux mots à problème. C'est Edgar Morin, je crois, qui parle des mots problèmes. Le confort, est-ce que vous savez ce que c'est que le confort? Est-ce que quelqu'un a une définition du confort, par exemple? Vous ne pensiez pas que vous alliez bosser, vous pensez que c'était la fin de journée. Vas-y, il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui. L'absence d'un confort. Ah ouais. Donc ça, c'est la définition. Alors du coup, je vais faire vite, hein, tu n'as même pas eu le temps de donner ton hypothèse. J'ai tendance à tutoyer aussi, voilà, j'en suis désolé. Ça, c'est la définition officielle, en fait, qui date des années 70. On s'est mis, à partir des années 70, à définir le confort comme l'absence d'inconfort. C'est quand même un tout petit peu restrictif. Et on a souvent tendance à l'oublier. Le modèle, alors c'est pareil, chaque sujet qu'on va aborder, ça pourrait durer 3 jours. Donc on va le faire court. La théorie actuelle du confort, avec des indicateurs, avec des normes, avec tout un tas de machins, je vais vous parler de Clos, à un moment sur les habillements et toutes ces choses-là. C'est des choses qui ont été élaborées vers les années 60-70 dans le but de maximiser la productivité dans les bureaux. C'est-à-dire de se dire, le confort, c'est quand les gens travaillent le plus. C'est pareil, c'est un tout petit peu restrictif de le dire comme ça. Mais c'est vraiment une notion, cette notion de dire le confort, c'est l'absence d'inconfort. Ça donne un cadre particulier, c'est-à-dire qu'on met de côté toutes les situations où ça nous fait du bien de ne pas être confortable. Par exemple, se rouler dans la neige et boire un chocolat chaud, par exemple. Okay. Ce qui est rarement le cas dans le contexte de la santé, je vous l'accorde. Mais qui nous permet de dire quand même que comment est-ce qu'on reconnaît qu'il y a absence d'inconfort? On peut tirer le fil après. Comment est-ce que vous savez que personne n'est inconfortable? Ça ne gueule pas. Voilà. Parfois, on dit le meilleur critère d'inconfort, ça se mesure en décibels. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire en sorte que les gens ne se plaignent pas, a priori, il n'y a pas d'inconfort. C'est une notion qu'on retrouvera après, ou en tout cas, c'est une manière de régler les problèmes d'inconfort. Également un peu restrictive. Ok, donc on va parler de ça. Et on va parler de sobriété énergétique. Qu'est-ce que c'est que la sobriété énergétique? Vous en avez déjà entendu parler aujourd'hui, je pense, non? Il y a eu une définition? Ah, moins déjà, hein, un peu moins. Si vous allez voir la définition classique, genre sur Wikipédia, qui n'est quand même pas la référence de la sobriété énergétique, mais on trouve en général la notion de réduire les consommations énergétiques en agissant sur l'usage. Ce qu'on pourrait résumer un peu par tout ce qu'on peut faire en modifiant les comportements et ne pas faire des travaux. Voilà. Tout ce qui est dans le champ du comportement en particulier. Alors on peut débattre très longtemps là-dessus. Et donc pourquoi ça semble souvent une quadrature du cercle, ce truc-là, de combiner les deux? Parce que il suffit de voir finalement un peu le discours officiel auquel on a droit depuis un peu plus d'1 an, pour les plans de sobriété de l'an dernier, donnait très bien ça.
en fait, tout est un peu résumé dans le discours qu'avait fait Elisabeth Borne, je ne sais plus, c'était devant le MEDEF, je crois, où elle avait dit, bon, concrètement, on a le choix entre des efforts choisis ou des coupures subies. C'était ça, hein, je crois. C'est-à-dire qu'il y a très fortement cette notion de, si on veut, du point de vue comportemental, aller diminuer les consommations, aller demander la demande en services énergétiques, ça veut dire diminuer les niveaux de service, en fournir moins, ça veut dire faire des efforts. On est beaucoup dans cet imaginaire-là. Et donc c'est pour ça que spontanément, ça nous fait dire, bah ok, ça veut dire concrètement, là où on chauffait, à 22 ici, on va diminuer, on va amener à 18, par exemple, parce que c'est bien. Eh bien, on sent tout de suite qu'on a juste besoin de le dire pour avoir déjà froid, en fait. Donc c'est pour ça que ça semble un peu impossible. Et on le voit aussi du côté chaud, l'autre versant de l'énergétique de l'hiver. Avant, on disait la saison de chauffage. Maintenant, on dit saison de climatisation, on ne dit plus l'été. Chez les thermiciens, en tout cas. C'est de dire, eh bien, si on veut diminuer les consommations énergétiques associées, par exemple de clim, ça veut dire remonter les consignes, ça veut dire perdre en confort. Voilà. Donc on est un peu coincé là-dedans, et donc toute la question, c'est de savoir, est-ce que c'est juste de le considérer comme ça, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit, ou est-ce que c'est un problème mal posé? Bon. Ça va? Rien d'incompréhensible pour le moment? Bon. J'ai ma petite feuille là, c'est parce que j'ai pas de prompteur. Hein. Alors, oui, il fallait quand même que j'insiste un petit peu sur ce point. Il y a deux choses. Donc, en matière d'énergie, il y a quand même d'énergie dans les bâtiments, d'une manière générale. Il y a quand même deux catégories de problèmes. Il y a les problèmes d'été et les problèmes d'hiver. Le métier d'énergéticien est un métier saisonnier. Cette année, ça s'est passé aux alentours du 15 octobre. Les gens ont arrêté de parler de surchauffe et on est tous passés en mode chauffage. Donc maintenant, on parle tous plus que de chauffage. Et normalement, à peu près jusqu'au mois de mars, ça sera très compliqué de parler de surchauffe. On n'arrive pas à se projeter dedans. Pendant tout l'été, qui a été un été très long hein, quand même, en gros de mars à octobre, on n'avait que des problèmes de surchauffe. C'est comme si on oubliait l'hiver. Voilà. Avec en particulier dans le secteur de la santé, on a vu arriver beaucoup les hôpitaux quand même, avec beaucoup. Le problème typique, c'est surchauffe à la maternité. Il est typique celui-là. Alors je ne sais pas pourquoi c'est particulièrement les maternités, ça j'ai pas d'explication pour le moment. Mais donc l'été, on ne parle que de surchauffe. Ce qui est un peu différent que de parler de consommation énergétique. On en parle quand même assez peu l'été. On parle plutôt de problèmes de confort. Okay. Et puisqu'on parle de consommation énergétique, il y a un point. Il y a peut-être le seul point de théorie que je vais vous faire. Il faut se mettre d'accord sur ce qu'est l'énergie. Qu'est-ce qui fait qu'on consomme de l'énergie? Alors ceux qui ont déjà vu ce que je raconte, vous ne participez pas, parce que vous l'avez déjà entendu normalement. À quoi sert l'énergie? Pourquoi est-ce qu'on consomme de l'énergie? Oui, alors ça, c'est une des manières. Mais d'une manière générale, pourquoi c'est tellement bien ce truc de l'énergie? Pourquoi c'est une vraie addiction, en fait, ce truc-là? C'est du confort. En général, c'est ça. Donc, ça nous sort de l'inconfort. En fait, l'énergie, c'est ce qu'on utilise tout le temps pour réduire l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait. Vous pouvez utiliser cette définition à peu près tout le temps. Même une définition large de l'énergie, ça ne marche pas qu'avec le gaz. Si vous considérez l'argent comme une énergie, par exemple, vous pouvez dire que ça réduit l'écart entre ce que vous avez et ce que vous voudriez, quand vous en avez. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un truc fondamental et qui va nous expliquer pourquoi les approches classiques de l'énergie et du bâtiment ne marchent pas pour régler les problèmes habituels qu'on a dans les bâtiments et en particulier dans le secteur de la santé. C'est que quand on dit que l'énergie est ce qui rattrape l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait, ce qu'on a, c'est quoi quand on est dans une pièce comme ça? Ce qu'on a, c'est ce qui est donné par le comportement naturel d'un local. Si on débranche tout, ça va se comporter d'une certaine manière. Et ça, c'est ce qui nous est donné. Quand vous allez dehors, il y a des très belles tentes. Vous avez vu les tentes avec les trucs verts là-dessus? Vous vous installez là-dessous, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Ça, c'est ce que vous avez. Et selon ce que vous voulez y faire, vous allez être plus ou moins confortable.
Vous voulez dire, je veux faire mon séminaire, par exemple, on va tous se mettre là-bas dehors sous les tentes, et on va rapidement voir s'il y a un écart entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que si on voudrait pouvoir rester assis pendant 3 heures à écouter des gens qui parlent, eh bien on se rend bien compte qu'au bout de 20 minutes, avec les conditions qu'il y a actuellement, ça va commencer à être tendu. Et donc, il y a un écart entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait, et un des moyens qu'on a de rattraper ça, c'est d'injecter de l'énergie. Soit on se met tous à courir, ce qui est une solution, on fait des réunions de déambulation, donc on met de l'énergie, soit on met un bras zéro au milieu, on utilise de la chaleur rayonnante pour nous améliorer le confort, etc., etc. Dans tous les cas, on va mobiliser l'énergie pour réduire cet écart. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on mobilise de l'énergie, la question, qu'est-ce qui consomme de l'énergie? C'est cet écart-là. C'est donc pas le bâtiment. C'est pas le bâtiment lui-même. L'objet qui consomme de l'énergie, qui a besoin de services énergétiques, c'est le couple constitué par le bâtiment et l'usage. C'est l'endroit où on fait quelque chose et ce qu'on veut y faire. Ce qui consomme de l'énergie dans un hôpital ou dans un EHPAD, c'est le fait qu'on ait construit une boîte et que dedans on y mette une activité de type hôpital, de type EHPAD. Et encore, activité de type hôpital, ça veut dire un paquet de choses. Un bloc opératoire, c'est pas comme un service où on fabrique les repas. Okay. Ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'une fois qu'on a compris que toutes les consommations énergétiques sont liées à cette relation entre l'usage et le bâtiment, c'est là qu'on peut se rendre compte que s'intéresser uniquement au bâtiment, ce n'est que considérer que la moitié du sujet. Or, le problème qu'on a, et si vous n'êtes pas des énergéticiens et vous n'êtes pas des gens du bâtiment, ça peut être difficile à croire, mais les gens du bâtiment et de l'énergétique n'ont quasiment qu'une boîte à outils bâtiment. C'est-à-dire que le sujet de base n'est pas l'usage, n'est pas l'être humain, n'est pas l'activité qu'on y fait. Ce n'est pas le sujet. Quand vous demandez, pour la plupart des gens, on a même appris ça, vous demandez c'est quoi le confort thermique, les gens vous disent c'est 21 degrés. C'est pas un niveau de décibels, c'est pas une insatisfaction, c'est 21 degrés. Il n'y a pas d'humain là-dedans, d'accord? C'est une mesure. Okay. Donc on a beaucoup appris à réfléchir comme ça, et les outils du bâtiment, que ce soit les outils réglementaires ou les outils d'audit, quand on fait un audit du bâtiment et de ses systèmes. Il n'y a pas d'audit du couple bâtiment, système, enfin du trouble, du coup c'est un trouble, bâtiment, système, usage. Ça c'est un problème. Ça veut dire qu'il nous manque une caisse à outils. Il nous manque la moitié des outils. Vous avez l'impression que je vous truande en vous racontant ça ou pas? Ça va? Ça correspond à... Est-ce que vous avez un peu l'impression... Qui a fait des audits? Ou a vu des audits? Vous en avez vu quelques-uns quand même. Est-ce qu'on vous parle d'usage dedans? En général, non. On vous dit, il faudrait réisoler l'enveloppe, il faudrait calorifuger les tuyaux, il faudrait régler les GTC, etc., etc., etc. On ne vous dit pas, par exemple, ah, c'est quand même bizarre qu'on ait mis les blocs opératoires au R-2, il aurait mieux fallu les mettre au R+3, parce que ça aurait fait, cette réorganisation du fonctionnement aurait pu induire un fonctionnement énergétique différent. En général, ça ne se fait pas comme ça. Alors ça, c'est quand même un problème de base. Okay. Donc ça veut dire que si on veut aborder les questions énergétiques, en particulier en secteur santé, il faut qu'on comprenne et les bâtiments et les usages. Les deux. Et c'est là encore que ça se complique un peu plus dans votre secteur en particulier, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les problèmes énergétiques sont particulièrement compliqués. Alors j'en ai listé 4, mais il y en a peut-être plus. Il y en a probablement plus. J'en ai 4 ou j'en ai 4 plus 1? Ah, j'ai un bonus en plus. Alors le premier, c'est que... Alors je vais faire des grandes catégories quand même, du truc un peu caricatural. Je dis vous, ça va que je dise vous les gens de la santé, moi les gens du bâtiment, c'est un peu... Ça va? Vous m'en voudrez... Non, il faut me dire si c'est problématique. Ça va? Ok, bon. J'ai dit, je suis pas très à l'aise, je fais pas le malin. Ok, donc, premier problème. Vous avez des usages extrêmement contraints. C'est-à-dire que vous avez des trucs qui s'apparentent plus à du processus industriel, c'est-à-dire très figé, très normé,
que ce qu'on observe par exemple dans une école ou dans un logement. Les conditions qu'on doit imposer dans un bloc opératoire, par exemple, dans une maternité, dans un office de préparation de repas. Il y a tout un tas de locaux dans lesquels il y a des contraintes qui sont très peu négociables. Alors elles sont très peu négociables, soit pour de vrai, c'est-à-dire il y a une vraie norme, il y a des vrais gens qui contrôlent, il y a des trucs vraiment verrouillés, ou on croit que. Ça arrive souvent aussi. Je vous cite un exemple qui n'est pas spécifique à la santé, par exemple, mais on a croisé il n'y a pas longtemps un local serveur. Alors j'aime bien raconter des anecdotes, hein. C'est mieux avec des anecdotes. Un local serveur climatisé à 21 degrés. Je ne vous parle pas d'un data center, hein, un truc où il y avait 2 pauvres ordinateurs et tout ça. Donc je rentre, c'est climatisé à 21 degrés, on me dit ah oui, c'est important pour le serveur, sinon ça crame et tout. Alors je dis bah bon, d'accord, qui est le responsable? On pourrait lui demander et tout. On demande au responsable, il dit oui, c'est pour le serveur, sinon ça crame. Il dit, ah bon. À qui on pourrait demander? On pourrait demander au technicien. Donc on téléphone au technicien. Il dit la clim pour le serveur, on pourrait mettre quoi? 25, ça va? Il dit ouais, 25, ça va. Donc on a remonté à 25, 4 degrés sur la clim, en 1 minute 30. C'est pas des normes. Et actuellement, on a appris qu'il y a les data centers de Swisscom, donc l'opérateur téléphonique suisse. Je crois qu'ils ont. Combien c'était? 34 34, je crois. Je crois que c'était ça. Jusqu'à 34, il n'y a pas de souci. Vous voyez, donc ça va, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les trucs verrouillés, mais pas tout à fait verrouillés. Bon. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile de le changer. S'il y a des tas de gens qui ont très peur, c'est pas pour autant simple. Okay. Donc première difficulté spécifique, enfin en particulier dans le secteur de la santé, il y a quand même un paquet de process très un peu comme ça, où on sent que si on commence à négocier, il va falloir y aller en douceur. Deuxième, le parc bâtiment est quand même pas terrible. Alors, je m'explique, c'est pas pour être méchant. Quand je dis pas terrible, ça veut dire que, bon, alors on a peut-être un peu comme partout ailleurs, on a des bâtiments vieux en mauvais état, voire très vieux, voire en très mauvais état, mais ça se voit dans d'autres secteurs. On a aussi des bâtiments pas terribles récents, voire neufs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a que ça fait marrer. Qui voit de quoi je parle? Des trucs, on se dirait, mais c'est bizarre quand même, on dirait qu'ils n'ont pas tout à fait compris ce qu'on faisait à l'intérieur. Oui? Vous avez souri, vous. Donc, des bâtiments, je vous ai dit, ce qui consomme de l'énergie, c'est l'écart entre le comportement naturel du bâtiment et ce qu'on y fait à l'intérieur. Or, les gens du bâtiment n'ont pas l'habitude de travailler avec l'usage à l'intérieur, en particulier s'il est atypique. Ça veut dire qu'on a souvent des locaux qui sont juste, et vous le savez quand vous rentrez dedans, qui sont juste pas adaptés à ce qu'on y fait. Alors le grand classique, c'est le machin tout vitré. Alors on l'a beaucoup vu dans la culture aussi, j'aime bien raconter celui-là parce que c'est un peu similaire. On a souvent dit, il y a une période, il paraît, dans l'architecture, on dit la culture, ça va être accessible à tous, donc il faut mettre de la transparence, donc on met des baies vitrées. Et résultat, on y crève de chaud, alors que les livres ont pas. S'il faut un truc qu'il ne faut pas pour les livres, c'est de la lumière et de la chaleur. Voilà. On a parfois l'impression, dans certains lieux de santé, que ça a été un peu réfléchi comme ça aussi. Donc on a un parc bâtiment qui est, de ce que j'en vois, en tout cas, assez rarement vraiment adapté à l'usage. Et les vitrages sont très liés à ça, quand même. Il y a une troisième difficulté. Alors, c'est une analyse personnelle qui n'engage que moi, que je vous donne. Mais ce que j'ai pu observer ces derniers temps, et qui, pour vous tout dire, m'a un peu angoissé, c'est on est dans l'ensemble des gros organismes. Alors, je passe en particulier aux hôpitaux, parce qu'on le voit beaucoup dans les hôpitaux. Ce sont des grosses machines, des grosses organisations. Et donc, tout cela est assez segmenté. Et donc, ça veut dire que les gens qui pilotent les bâtiments ont une approche souvent très technique. Également parce qu'on leur demande de réguler très précisément ces bâtiments. On demande de bons techniciens parce que, au contraire, ce que j'ai dit plus haut, il y a des process très contraints. Et ça favorise une approche une approche assez désincarnée, assez déshumanisée, très, très technico-technicienne du pilotage. Je vous donne un exemple qui m'a vraiment un peu scotché. Peut-être je vous en reparlerai après, parce que celui-là, il m'a un peu traumatisé quand même. Il y a un CHU important,
cet été qui a fait les gros titres des journaux parce qu'on a mesuré 44 degrés dans la maternité. Et il se trouve qu'on a été en contact avec eux parce qu'on est assez identifié sur les questions des surchauffes. Et donc j'ai en ligne le technicien qui gère les systèmes dans ce bâtiment. Et je dis, bah, ça ne doit pas être simple quand même à gérer, enfin 44 c'est quand même chaud. Et la première chose qu'il me dit, c'est « Ouais, mais je ne suis pas sûr que la mesure soit tout à fait fiable. » Et là, j'ai eu un moment d'angoisse. C'est-à-dire que je me dis, le type, il n'avait pas l'air bouleversé par le truc. Tu vois, il me disait, ouais, mais peut-être c'est que 40. Il me dit, ouais, c'est vrai, peut-être que c'est que 40. Et il y a une espèce de distance très froide comme ça, que moi je trouve très problématique, et qui veut dire en fait qu'on a un pilotage qui est très éloigné de l'usage réel. Dire, bon, on peut dire que le gars n'a jamais accouché, ça c'est à peu près sûr, mais passer 2 nuits déjà dans une chambre à 40 degrés, c'est quand même compliqué, et je trouve qu'on ne peut pas faire ce métier d'apporter des ambiances si on n'est pas un minimum en relation avec ce qui se passe. Voilà. Et une segmentation très technique comme ça, du travail en silo, favorise ce genre de choses. Rend plus difficile la communication des techniciens avec la réalité du métier en fait. Je vous rappelle qu'on dit service énergétique. L'énergie est faite pour nous rendre service, donc ça rend service aux gens qui ont besoin de ce service. Alors celui-là, donc le quatrième, avant que je vous fasse le bonus. Non, je vous donne le bonus avant. Le bonus, alors je ne sais pas, vous allez me confirmer si c'est une vue de l'esprit ou pas. Quand on touche à l'inconfort, quand on touche au confort et à l'inconfort, et qu'on demande éventuellement aux gens de s'ajuster, voire parfois de faire des efforts pour des questions de sobriété énergétique, on peut se heurter assez rapidement à la perception qu'ont les gens d'avoir déjà plus ou moins fait des efforts. Et il me semble que dans le secteur de la santé, c'est plutôt chatouilleux. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts. Donc arriver encore là-dessus en disant, vous savez, pour qu'on puisse tous passer l'hiver, il va falloir faire un peu d'efforts, hein, parce que c'est spécialement pas simple. Alors c'est rarement très simple quand même. Dans d'autres domaines, on s'est vu il n'y a pas longtemps dans des conférences sur les gens dont le métier est accompagnateur de sobriété, ou comme on disait, chargé de mission de sobriété énergétique, et où je disais que quand tu arrives quelque part et qu'il y a écrit sur ton badge chargé de mission de sobriété énergétique, déjà les gens t'aiment pas en fait. Parce que ça sent la personne qui va te demander de faire des efforts. Et en particulier quand on est dans un contexte de travail. On ne va pas au travail pour faire en plus des efforts. Enfin, il y a déjà le travail, quoi, où on fait déjà des efforts. Et il me semble que spécialement en contexte de santé, sanitaire, sociale, ça peut être un peu plus délicat encore. Donc celui-là, je l'avais compté comme bonus parce que là, je suis en limite de mon champ de compétences quand même. C'est-à-dire que certes, quand je travaille sur l'énergie, je discute avec les gens et sur l'usage, mais sur l'analyse et la compréhension de ce qui se passe, ma foi, je prends ce que j'observe. Mais il m'a semblé, au fil des expériences, que quand même, il fallait y aller encore un peu plus prudemment dans ces contextes-là. Et puis le dernier, que je vous livre, pour lequel je trouve que... Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé cette formule, je me disais, bah, c'est super, le milieu de la santé, pour moi, c'est un peu la Formule 1 de l'énergétique. C'est-à-dire, c'est pas là qu'on trouve les meilleurs bâtiments. C'est-à-dire que, vous savez, en Formule 1, les constructeurs automobiles, je ne connais pas du tout la Formule 1, mais ils disent, ouais, comme on fait de la course et que c'est très compliqué et qu'on va très vite, on est obligé d'être tellement bon et de faire des trucs tellement nouveaux et qui nous retournent la tête qu'on devient meilleur dans d'autres choses. Eh bien, je trouve que on a dans le domaine de la santé un sujet particulièrement ardu du point de vue énergétique, c'est que, alors je l'appelle comme ça, on est aux frontières de l'humain. Ça fait un peu science-fiction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors je vais essayer de vous le faire simple sur le confort thermique, par exemple. Quand on parle de confort et d'inconfort, donc je vous ai dit, il y a des modèles, il y a des théories, il y a des trucs comme ça. Bon, il y a l'humain normal. Alors, il est statistique, l'humain normal, mais on dit, voilà, dans telle ambiance, habillé de telle manière, avec tel niveau d'activité, les êtres humains, statistiquement, seront satisfaits à 90%. Okay. Donc avec ça, on peut travailler.
On peut faire des gares, on peut faire des bureaux, on peut faire des écoles, on peut faire tout un tas de trucs. Mais quand on arrive dans le milieu de la santé, on se retrouve par exemple avec des gens qui sont branchés sur une machine de circulation externe. Alors c'est quelque chose qui m'a raconté, on commence à travailler sur des centres de dialyse, où on me dit, vous savez, le fonctionnement thermique d'une personne en dialyse, c'est pas le même que les autres, parce que la circulation n'est pas la même. Donc en fait, on redéfinit la notion de confort thermique parce que l'humain qui est le sujet sur lequel on travaille n'a pas le même fonctionnement que les humains habituels. Tout à l'heure, on discutait de... C'était où? C'était en EHPAD, avec qui on parlait du fait d'avoir une personne âgée. Ouais, c'était ça, hein. Une personne âgée, peu active, peut-être alitée, et à côté, une soignante qui passe son temps à courir dans tous les trucs, dans la même pièce, c'est un problème thermique compliqué. J'ai eu récemment, alors celui-là je vous en reparlerai aussi peut-être, pour moi le cas le plus extrême, enfin ma Formule 1 personnelle, c'est un institut médico-éducatif qui accueille des jeunes autistes. Et on m'explique que, en fait, on m'explique la perception du monde des patients qu'ils accueillent, et donc la manière dont on doit organiser les locaux dans lesquels ils sont. Par exemple, quand quelqu'un... alors, il y en avait eu tellement que quand même j'avais une belle collection, mais quand quelqu'un part en... Comment ça s'appelle ? Faisait des crises d'automutilation, quand le bruit dépassait celui d'un trousseau-de-clés qu'on agite, la conception acoustique des lieux devient complètement autre que ce qu'on peut faire dans une pièce comme ça. On est vraiment dans un autre monde, vous voyez ? Et donc on a, dans le secteur de la santé, ça, c'est-à-dire à travailler sur des usages, du coup, des vraies personnes qui ont des besoins qui sont complètement extrêmes par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Ce qui rend, bien évidemment, le sujet plus compliqué. Voilà. Quand on a un patient qui, quand il entend un bruit de ventilation, juste arrache tous les murs, il va falloir trouver quelque chose pour faire du renouvellement d'air quand même. Okay. Donc ça fait quand même une certaine collection d'arguments pour se dire que, ok, il y a des soucis énergétiques dans le milieu de la santé, et ça n'a pas l'air d'être le territoire le plus simple quand même. Donc il va falloir réfléchir probablement autrement, parce que c'est pas avec un calcul RE 2020 qu'on va y arriver, ce truc-là. À qui ça parle, les calculs RE 2020 ? Il n'y en a pas beaucoup, d'accord. Okay. Les calculs conventionnels de dimensionnement, de chauffage, d'énergétique, etc. Okay. Ça va jusque-là? Vous avez des questions, ou des remarques, ou des cas, ou d'autres difficultés que vous voyez? Non? Alors ce qu'on va faire après, du coup, plutôt que de vous expliquer comment est-ce qu'on se débrouille pour aborder ces trucs-là quand même, parce que quand je dis quand même, c'est-à-dire que nous, ce qu'on voit arriver, quand je dis nous, il se trouve qu'un cube, quand on l'a recréé, on s'est mis à beaucoup travailler sur la publication de contenu et les réseaux sociaux. Donc on est assez visible, en fait. C'est pour ça qu'il y a des groupes de fans, après. Mais qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque que quand les gens sont en galère, quand il y a des vrais problèmes, on est identifié comme ça. Donc en fait, on a une espèce de baromètre comme ça de ce qui va mal. Voilà. Et il se trouve, alors je trouve en particulier depuis 1 an et demi, on voit arriver, on ne les voyait pas arriver avant, mais on les voit arriver maintenant, des acteurs de la santé. On a vu d'abord les hôpitaux, pour des questions de surchauffe, en particulier dans les maternités, et là on voit arriver les EHPAD, qui arrivent en disant, voilà, on ne sait plus comment gérer. Et donc il y a des vrais problèmes. Enfin, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais nous on voit arriver les gens plutôt en recherche urgente de solutions rapides, ce qui n'empêche pas la planification. Et donc, comme on s'est dit qu'on faisait de l'énergétique dans le monde réel, il faut bien y aller quand même. C'est une chose de faire le malin sur les réseaux sociaux, mais enfin, à un moment, il faut faire quelque chose en vrai. Donc, je me suis dit que j'allais vous expliquer comment on fait en vrai. Voilà, sur quelques cas, si ça vous va, et puis comme ça, peut-être que vous verrez comment ça marche dans mon cerveau bizarre. Trouvez-moi une question, comme ça je vais attraper ma bouteille d'eau, parce que à parler par une température comme ça, ça donne soif. Ah, c'est même pas mon micro que j'avais pris en fait. C'est ça, oui. J'ai pas de question Pascal, mais je voulais te dire qu'en plus de climatiser les locaux serveurs, on climatise aussi certains locaux à la poubelle. Oui, oui. Alors il y a des normes, on cherche encore comment faire.
assez débat, mais quand même, c'est pas trop mal. Vous avez tous entendu? Ouais, en fait, les normes de température et de... Alors, c'est un vaste sujet, ce truc des normes et de ce qu'on doit faire. Il y a... faut pas que je commence à répondre aux questions, mais quand même... Non, mais du coup, ouais, mais comme j'ai quand même une réponse, tu sais, je suis consultant, moi, dans la vie, donc... Mais si t'as pas de questions, j'ai une réponse. En fait, on a souvent ces trucs-là de « oui, il faut que... parce que machin ». Bon. Et souvent, on observe quand même une espèce de chaîne de conséquences comme ça. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a décidé de stocker les poubelles à l'intérieur dans un local chaud qu'il faut climatiser. Parce qu'il y a des normes. Et c'est là que l'organisation entre en jeu, souvent. C'est en tout cas que le fait d'avoir pas que le bâtiment. Parce qu'à partir du moment où on dit ce que font alors ça donne un peu l'impression que je tape sur les collègues thermiciens, mais je le dis d'autant plus vraiment que je l'ai été. C'est-à-dire quand on a un plan dans lequel il est écrit local poubelle et que le problème est défini comme il faut maintenir la température dans le local poubelle, là le problème il est comment on dit, compact, enfin, je sais pas, c'est fermé quoi. C'est bon. Et la mission en général des thermiciens ou des gens qui font ça n'est jamais de se dire est-ce que c'est vraiment intelligent d'avoir mis des poubelles là-dedans et ici. Donc tant qu'on redéfinit pas le problème, a priori il n'y a pas d'autre solution. Ce qui n'empêche pas aussi d'aller interroger les normes. Par exemple, sur les... non, c'est pas la peine que je vous parle des bouquins. Je vais parler des serveurs et tout. Alors, on fait un exo. J'en ai plusieurs. Vous voulez voter? On va voter, tiens. Alors. Ah si, attends, il y en a un que je vous donne en exemple quand même. Un exemple de truc qu'on peut... Et puis en plus, je vais faire ma R&D en même temps, parce qu'ici, j'ai des experts, normalement. Vous savez, il y a eu un truc l'an dernier qui a fait du bruit dans les bâtiments de l'État et de collectivités en particulier. On a dit, on va enlever l'eau chaude dans les bâtiments de l'État ou des régions. Alors, sauf si c'est obligatoire, enfin, sauf si on ne peut pas, on va le faire. Ce qui a donné des choses intéressantes. Mais enfin, il n'y a pas longtemps, enfin, moi, ça fait par exemple, le premier bâtiment scolaire que j'avais fait, en tant que thermicien du bâtiment, ça va être 2006-2007. On avait déjà viré l'eau chaude pour le lavage des mains dans l'école. Et donc j'ai une vraie question, est-il obligatoire de se laver les mains à l'eau chaude en secteur hospitalier? Non. Alors attends, on va voter parce que je vais jamais y arriver. Qui me dit oui? Ça fait peur après, s'il y en a un qui... Qui me dit qu'a priori non? Ok, cool. Ça veut dire qu'on peut donc couper la plupart des ballons d'eau chaude qui servent au lavage des mains en secteur hospitalier. Ah bah on y va. Ok, c'est cool. A priori, alors, je l'ai peu vérifié, mais ça fait pas longtemps qu'on s'est penché sur le truc. C'est juste énorme, en fait, le truc. Alors, c'est là qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient de tenir, c'est quasiment un raisonnement d'énergéticien. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, on mettait de l'eau chaude, on a vérifié, alors il faudrait vérifier peut-être plus proprement, dire, ok, on peut couper l'eau chaude. Et là, c'est là que ça se complique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a décidé et qu'on va arriver quelque part, quand je dis quelque part, c'est prenons un couloir, par exemple. Un couloir d'un service dans un établissement. Qu'on dit, voilà, alors on a vu, ça ne sert à rien de mettre de l'eau chaude, donc on va la couper. Ça part pas bien. Voilà. Pourquoi ça part pas bien? Parce qu'il n'y a pas que l'énergie dans la vie. Parce qu'il y a certainement tout un tas de raisons pour lesquelles tout un tas de gens pensent, croient, considèrent que c'est très important, voire essentiel, voire vital, de conserver de l'eau chaude. Et tant qu'on n'a pas identifié tous ces trucs-là, levé toutes ces barrières, levé toutes les objections, en fait, pour le faire, et qu'on tente de passer en force, ça ne passera pas. Donc ça, c'est pour illustrer ce qu'on va voir un petit peu, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on identifie un gisement, celui-là par exemple, en fait, on considère que le travail ne fait que commencer. Et il ne sera terminé que quand on aura effectivement mis en œuvre ou mobilisé le gisement qu'on a identifié. Et ça, c'est long et ça demande d'aller voir
le métier dans sa pratique. Il y a des collègues dans le secteur de la musique qui parlent du geste professionnel. On est obligé d'aller jusqu'au métier, jusqu'à comprendre qui sont les gens qui utilisent cette eau chaude, par exemple dans cet exemple-là, de comprendre pourquoi ils le font et qu'est-ce que ça changerait pour eux de passer à l'eau froide. Et là, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée là maintenant. Okay, mais je vais vous citer cet exemple en premier parce que si on commence, ne serait-ce qu'à calculer le gisement de la suppression d'eau chaude dans n'importe quel établissement de santé, je pense que c'est pas rien. Peut-être que ça vaut le coup de s'y pencher un petit peu. Et on ne parle pas de réduire, on ne parle pas d'optimiser la production d'eau chaude, on parle de virer l'eau chaude parce qu'on trouve que ça ne sert à rien. Okay, c'est pas une continuité, il y avait un service, ce service n'est a priori pas utile, peut-être qu'il y a eu des justifications avant qu'il n'y a plus. Ok. Après, comment on fait cette transition? Alors on va voir comment ça se traduit, ce mode de pensée, de quelle manière il se traduit sur d'autres cas. Alors on va voter. Alors qu'est-ce que j'ai pour vous? Attends, combien on a de temps? Parce qu'il faut qu'on cause quand même après. Ouais, 20 minutes. Non mais il faut qu'on cause dans les 20 minutes. Ah oui. Oh, peut-être même, je vais pas vous laisser le choix peut-être. Si, vous voulez? Ouais, vous laissez le choix. Alors je vous laisse le choix entre la surchauffe en maternité et une chambre dans l'IME qui accueille des jeunes autistes. Alors, sympa hein, comme vote. Ouais, vraiment chouette. Enfin, moi, il va falloir que je me fasse les deux. Mais... Alors, qui vote oh, c'est horrible de faire. Qui voudrait qu'on parle de la manière de réfléchir, je n'ai pas dit que je vais résoudre, hein, mais de réfléchir la question de la surchauffe en maternité. Bien haut. En plus, ça va être... Ok. Qui voudrait qu'on regarde un peu la manière de réfléchir une chambre dans un IME qui accueille des autistes? Oh, c'est chaud. Hein. Lucie, qu'est-ce que tu en penses? Ah, bah si, il faut m'aider. Ah, vous le refaites, s'il vous plaît, l'IME? C'est bon? La surchauffe en maternité? Allez, je vous ferai les deux. Ok. Du coup, je ne vous proposerai pas les autres. Ok. Alors, on commence l'IME. Alors, encore une fois, c'est dans le métier qu'on fait, donc on a appelé le métier de designer énergétique, on considère que le boulot le plus difficile, c'est bien formuler le problème. Alors, je vais tâcher de ne pas vous le faire de manière trop tordue et pinailleuse, parce que ça peut être le risque. Mais je vous donne cet exemple. On a donc cette IME qui accueille des jeunes autistes. Et alors, je vous le dis avec ma compréhension, encore une fois. Moi, ce n'est pas mon métier d'accueillir des jeunes autistes. Je vais vous le retranscrire tel que j'ai compris mon cahier des charges formulé par la directrice. Elle, ce qu'elle me dit, et ce que je comprends, c'est un jeune autiste, il a un problème en fait de perméabilité avec le monde réel. C'est-à-dire que beaucoup de choses, et entre les différents jeunes, les éléments du monde extérieur comme le bruit, la lumière, la température, etc., qui leur posent problème et sont trop difficiles à gérer, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'elle a dans une chambre un jeune qui déclenche une crise d'épilepsie dès que la température monte au-dessus de 28 degrés. Et puis elle en a un autre dans une chambre à côté qui part en automutilation dès qu'il entend un bruit plus important qu'un trousseau de clés. Et elle en a un troisième qui, dès qu'il remarque une aspérité, un truc quelconque qui dépasse sur une des parois, démonte tout. Et qui pèse 110 kg. Et tout ça dans le même établissement. Donc de quelle manière est-ce qu'on formule ça? Et donc ils sont, aujourd'hui, dans un truc qui était conçu à l'origine, je vous jure que ce n'est pas une blague, c'est comme ça qu'elle me le raconte, pour être comme des petites maisons où tous ces jeunes enfants, ces jeunes autistes, ce n'est pas des enfants, pourraient joyeusement vivre ensemble. On avait même prévu une cheminée à foyer ouvert au milieu pour qu'ils puissent faire des soirées de feu de camp. La première chose qu'elle me dit, c'est que les autistes n'aiment pas être ensemble. De toute façon, ils veulent être tout seuls. Elle me le dit. Donc déjà, ça partait mal. L'architecte n'avait pas compris le truc. Et en fait, comment est-ce qu'on réfléchit ce truc-là? La première chose qu'on fait, c'est de se dire, ok, ça se réfléchit donc nécessairement à l'échelle de la chambre, et
pas à l'échelle du bâtiment, puisque les besoins par chambre sont extrêmement spécifiques. Et là, j'ai dit, c'est cette notion de, on est dans des besoins humains étendus, extrêmement, avec des exigences extrêmement fortes. Okay. Et donc toute la question, c'est quoi? C'est de se dire, dans une chambre, l'énergie, au sens large, c'est ce qui nous permet de rattraper l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait. Il nous faut fabriquer dans chaque chambre une ambiance extrêmement spécifique et a priori stable pour chacun des jeunes qui est accueilli, et cela en relation avec un extérieur qui, évidemment, bouge. L'extérieur bouge, le climat bouge, le bruit bouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on conçoive des boîtes qui soient des filtres à peu près paramétrables sur le spectre complet du bruit, de la lumière, de la thermique, du renouvellement d'air, en fonction des jeunes qu'on accueille, puisque l'environnement extérieur bouge et qu'il nous faut absolument contrôler les locaux intérieurs. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une chambre, par exemple, dans toutes les chambres, je vais avoir à peu près le même problème qu'on a eu récemment à résoudre pour les écoles de musique. C'est peut-être un sujet plus joyeux. Les écoles de musique, ils ont un problème de musique actuelle. Ils ont un problème, c'est que les batteurs font trop de bruit. En fait, quand vous êtes dans une salle de répète avec un batteur à côté, il y a une pollution sonore, parce qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les deux. Et donc, on pourrait se dire, je vous bascule du côté de la musique pour vous illustrer le cas du bâtiment qui accueille les autistes. Il faut que je crée une étanchéité quasiment parfaite, en tout cas du point de vue du bruit, mais je ne peux pas les asphyxier, parce que les batteurs sont ce qu'ils sont, mais on veut quand même qu'ils puissent survivre. Donc je dois faire des entrées d'air et des sorties d'air. Donc je dois créer une certaine perméabilité avec l'extérieur du point de vue du renouvellement d'air, idem pour les chambres qui accueillent mes jeunes autistes, mais que j'ai une étanchéité parfaite du point de vue acoustique. Et ça, c'est un travail extrêmement particulier. Parce que ça veut dire quoi, renouveler de l'air à un débit particulier avec une étanchéité acoustique parfaite, puisqu'en plus il y a des moteurs, ça veut dire que j'ai rien qui passe en termes de bruit, j'ai pas de flux d'air qui siffle, vous savez, ces machins qui vont un peu vite, là, qui font comme ça, là. Je dois faire une conception extrêmement attentive là-dessus, et faire une boîte étanche du point de vue acoustique. Concrètement, si je veux accueillir un autiste qui est en gros allergique au bruit, très intolérant au bruit, je dois lui concevoir une boîte étanche acoustiquement par rapport à l'extérieur, faire une ventilation pour lui permettre d'avoir un air de qualité, ce qui n'est pas le cas évidemment dans le bâtiment qu'il y a actuellement, qui soit conçu de manière extrêmement soignée pour pouvoir renouveler un débit fiable, et en plus, qui ait des qualités à l'intérieur, des qualités acoustiques à l'intérieur. Okay, parce que résonance. Et l'acoustique, c'est une interface avec l'extérieur, plus une manière dont le son se comporte à l'intérieur. Okay. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe si je fais une boîte étanche avec une personne dedans? À un moment, il fait très très chaud, quand même. Okay. Donc, je dois pouvoir également, puisqu'en plus, là, on est aux environs de Grenoble, il fait chaud à Grenoble, l'été, hein. Je dois en plus faire une ambiance thermiquement stable dans chacune des boîtes, en particulier, par exemple, pour le jeune qui a une crise d'épilepsie, si la température dépasse un certain seuil, je dois avoir une régulation qui permette de surtout pas dépasser cette température-là. Donc en fait, je me retrouve à réfléchir un ensemble de petites boîtes, avec des boîtes thermiquement, acoustiquement, du point de vue de la ventilation, de tout ça, indépendantes, pour pouvoir préserver chacun d'entre eux. Ce qui est à peu près le contraire de ce qu'on peut, par exemple, considérer comme ce qu'on fait dans les habitats bioclimatiques. Le bioclimatisme, c'est quoi? C'est avoir une perméabilité par rapport à l'extérieur. Là, on est plutôt dans... Alors, on est plutôt dans ce qu'on met en œuvre, en fait, dans les musées, dans les bibliothèques, dans tous les trucs où il y a besoin de conserver quelque chose dans des ambiances stables. Dans les archives, par exemple. J'ai discuté avec les gens des archivistes il n'y a pas longtemps. Eux, ils rigolent pas avec la régulation. Et en fait, ça nous amène à un truc terrible, qui est un constat que j'avais fait il y a quelques années. C'est que, vous voyez que ce qu'il faudrait mettre en place, en fait, pour concevoir des locaux adaptés
à ce public, il faudrait mettre en place les mêmes choses que l'on met en place pour les actifs précieux. En fait, on régule d'autant plus les choses que les actifs sont précieux. C'est-à-dire la Joconde, qui est un actif extrêmement précieux, elle est dans une ambiance extrêmement contrôlée. D'accord, du point de vue sismique, du point de vue thermique, etc. Et ce qui est évidemment ce qu'on ne fait pas aujourd'hui dans cette IME qui accueille des autistes. Oui. Ça va le raisonnement, vous voyez? Si je résume, on ne réfléchit jamais à l'échelle du bâtiment. On réfléchit à l'échelle de l'usage. Et là, en l'occurrence, c'est une personne, un usage. Parce que public extrêmement spécifique. Et donc, une fois que j'ai compris la plus petite zone sur laquelle je peux caractériser un usage, éventuellement, je peux assembler des systèmes énergétiques, par exemple. Je peux avoir une seule chaudière qui alimente, ça marche. Okay. Mais je dois caractériser l'usage à l'échelle de la zone. Surchauffe en maternité. Ça va? Je vous reprends l'exemple de ce fameux CHU où on m'a annoncé 44 degrés. Enfin, c'est pas sûr, peut-être moins. Mais on avait eu le cas, l'année d'avant, on avait eu un hôpital dans lequel, je crois, la température n'était pas passée sous les 30 degrés du mois de mai au mois d'octobre. Dans la maternité, toujours. C'est-à-dire tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe en général quand vous avez ça? Ou quand dans n'importe quel local, en fait, il fait trop chaud? Quel est le conseil que tout le monde donne? Je l'ai vu sur les papiers là-bas. Ah, c'est pas un conseil qu'on donne celui-là, on se cache un peu. On ouvre les fenêtres. Ah, ben ouvrez donc les fenêtres. Mais alors évidemment, donc il faudrait ouvrir les fenêtres la nuit quand il fait frais pour déstocker la chaleur. Okay, donc là, évidemment, si vous arrivez dans la maternité et que vous dites bah, vous avez qu'à ouvrir les fenêtres quand même, la nuit, c'est écrit partout et tout. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, on ne nous dit pas ça. On dit on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Parce que sécurité. Parce que les fenêtres sont un débattement limité et que donc on ne peut pas ouvrir parce que c'est hyper dangereux. Alors il ne faut pas juste ouvrir les fenêtres. Ça, vous pouvez le retenir. À chaque fois qu'on le présente comme ça, pour pouvoir déstocker de la chaleur, il faut une entrée, une sortie et pas de blocage entre les deux. C'est 3 critères. Si vous en manque un seul, ça ne marche pas. Okay, les 3 vont ensemble. En général, quand vous commencez à chasser, vous allez dans un lieu et que vous commencez à chasser ces possibilités, c'est-à-dire à vérifier, ok, ici, dans cette pièce, si je voulais faire du déstockage nocturne, il me faudrait une entrée, une sortie et pas de blocage entre les deux. Qu'est-ce que je ferais? Alors, souvent, on aime bien les désenfumages. Ils sont tentants, les désenfumages. Je ne sais pas où ils sont, d'ailleurs. Peut-être là? Spontanément, ça donnera envie d'ouvrir ici, d'ouvrir là-haut, parce que entrée basse, sortie haute, et après, il faudra encore qu'il y ait du passage là-bas et du passage là-bas. Okay, et qu'est-ce qu'on vous répond dans un lieu comme ça? Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Parce qu'incendie, parce qu'intrusion. Okay, donc, en fait, on a toujours des objections. Il n'y a que chez vous, il n'y a que quand on le dit à des particuliers qu'il suffit d'ouvrir les fenêtres pour avoir plus frais, que ça fonctionne. Et encore, je ne sais pas si vous avez essayé avec vos voisins ou en famille, ou avec vous-même. Des fois, quand on dit ça, les gens ils disent quoi? Ils disent « Ah, il y a des moustiques » ou « Ah, il y a le chat » ou « Ah, voilà. Bon. Il y a toujours une bonne raison. Bon. Et c'est des bonnes raisons. Sauf que, voilà la manière dont je reformule le problème de la maternité à 44 degrés dans ce fameux CHU, quand j'ai discuté avec le technicien. Je dis « Bon, d'accord, okay, on ne va pas chipoter sur 40-44, globalement, il fait trop chaud. » Donc je dis bah, « On pourrait ouvrir. » Il me dit « Ah bah non, on ne peut pas ouvrir, machin, sécurité. » Je dis « Ok, vous voulez dire, moi ce que je comprends du problème, c'est que actuellement, vous préférez laisser les gens à 40 degrés que de réfléchir à la question de faire plus de courant d'air par les fenêtres. » Alors il n'a pas aimé que je lui dise comme ça. Mais c'est ça la formulation correcte. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières de faire du renouvellement d'air. Quand je dis tout ce qu'il nous faut, c'est une entrée, une sortie et du passage entre, j'ai jamais dit qu'il fallait ouvrir une fenêtre. J'ai dit qu'il fallait trouver un trou. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc par exemple, comment je pourrais faire? Je dis ok, alors pourquoi on ne peut pas ouvrir les fenêtres? Pourquoi on ne peut pas? Parce que c'est un fixe. Alors c'est un fixe, mais souvent il y a le machin à débattement là. Mais pourquoi on ne veut pas ouvrir les fenêtres?
Le suicide, c'est ça? Ok. Donc on veut pas. Donc je vous rappelle la réflexion que j'ai faite en interface pour le truc. Ok, on veut un machin qui laisse passer l'air et qui laisse pas passer les gens. Vous connaissez le Gore-Tex, on dit. Les trous sont assez petits pour laisser passer la vapeur et ils ne laissent pas passer l'eau. Là, c'est pareil. On veut des trous qui laissent passer l'air, mais qui ne laissent pas passer les gens. Comme quoi, par exemple? On pourrait mettre une grille. En Suisse, la semaine dernière, ils avaient mis une espèce de filet métallique qu'ils avaient mis, comme ça on pouvait voir les fenêtres et personne ne traversait. Peut-être on peut faire ça. Peut-être on peut faire une fenêtre qui n'est pas une fenêtre. On peut observer que s'il fait 44 degrés, ou 40, que s'il fait 40 degrés dans cette maternité, c'est probablement qu'il y a trop de chaleur qui est entrée. Par où elle est entrée? Entre autres par la fenêtre. Ça veut dire qu'il y a plutôt trop de vitrage. Donc si par exemple, est-ce que c'est discutable? Est-ce qu'on peut au moins aborder la question de dire, ok, j'enlève un tiers de la surface vitrée, sur un tiers, je mets un panneau fixe qui est un truc avec un grillage, et puis quelque chose que je peux ouvrir et fermer, ça me fait une ventile. Est-ce que c'est au moins discutable? Et là, je peux commencer à creuser ce qui est possible, tout en respectant les exigences du métier. C'est-à-dire, si lui me dit, de toute façon, c'est non négociable, il ne faut pas qu'un corps puisse passer, en France, c'est comme ça, ok, pour le moment, j'en suis pas à devoir réécrire les normes, en fait. Mais je pourrais dire aussi, ok, il n'y a qu'à les attacher au lit. Ou faire comme chez mes autistes, en région de Grenobloise, on met une surveillance vidéo 24/24. Ou peut-être on fait des balcons sous chaque niveau, n'importe. En fait, le point de départ, c'est de se dire, voilà, si on veut déstocker de la chaleur, il me faut un balayage. Et là, qu'est-ce que je fais en fait en faisant ça? C'est là vraiment que je pense qu'il faut être attentif dans la manière de réfléchir, c'est de dire, je suis sorti du mode, il faudrait ouvrir les fenêtres, qui est une modalité, vers le mode, pour me dire, voilà le résultat que je veux. Voilà ce qu'il me faut obtenir. Et là, le panel entier des modalités reste ouvert. Par exemple, si vous êtes chez vous, et je vous dis, oh, il fait chaud dans ta chambre, tu pourras ouvrir les fenêtres. Bon. Et vous me dites, oh, il y a des moustiques. Bon. Vous voulez donc un truc qui fasse des courants d'air et qui ne laisse pas passer les moustiques. Il y a un truc génial, la moustiquaire. Et donc, ce que vous pouvez observer, c'est que des moustiquaires, il y en a à peu près de 2 sortes. Dans l'époque moderne, on a plutôt tendance, j'ai croisé des gens comme ça, à moustiquer, je ne sais pas si on dit comme ça, à équiper de moustiquaires toutes les fenêtres de la maison. Oui, hein, on fait ça. Ce qui, à mon sens, n'est pas très pratique. Mais pourquoi pas? Et en fait, vous travaillez à l'échelle du bâtiment si vous faites ça. Vous dites, je veux un bâtiment sans moustiques. Mais vous pouvez aussi vous dire, c'est une autre stratégie, moi, en fait, les moustiques, ils m'embêtent quand je dors. Donc j'équipe le lit, et pas la chambre. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous changez d'échelle. Vous êtes arrivé au niveau du service, ce que j'ai fait tout à l'heure sur l'IME. Je me dis, ok, c'est pas l'échelle du bâtiment qui nous intéresse, c'est l'échelle de la pièce. Et là, je peux avoir une solution. Vous pouvez aussi dormir en scaphandre, ce qui est... Voilà. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce que je vous montre? C'est que à chaque fois sur ces problèmes-là, vous pouvez les régler en partant du plus près du corps jusqu'au plus loin. Et souvent, quand on fait ça, au moins qu'on s'autorise à réfléchir dans cet ordre-là, on se rend compte que les solutions bâtimentaires sont rarement les plus simples et les moins coûteuses. C'est souvent un gros bazar. Et qu'on a finalement souvent plein de solutions qui sont assez simples, en tout cas techniquement, et souvent moins coûteuses, à mettre en place. La contrepartie, c'est que, comme elles agissent plutôt sur notre usage, plus près du corps, elles touchent plus près de l'organisation. Je donne un dernier exemple, puis après on discute. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, je vous donne un exemple quand même, je vais vous l'appuyer sur un exemple. On travaille actuellement avec une fondation donc, qui gère une quarantaine de centres de dialyse en Bretagne, et ils vont construire une résidence senior. Bon, résidence senior, c'est donc, moi j'ai découvert, je ne connaissais pas, c'est comme des logements pour des personnes âgées, mais ce n'est pas un EHPAD. Et la stratégie qu'on a adoptée dès le début, donc dès la programmation, c'est de dire c'est un logement. Ça veut dire que il faut créer cette notion de, quand je sors de chez moi, donc de mon appartement, moi qui suis résident de la résidence senior, je suis dehors. Il y a toujours la notion de dedans-dehors. Quand je suis chez moi, il fait bon, c'est chez moi. Et je dois sentir quand je suis dehors, même si dehors n'est qu'un couloir.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a défini que les couloirs seraient des espaces non chauffés. Comme si je sortais dans la rue. Sauf que, la résidence étant ce qu'elle est, on ne sort plus dans la rue, on sort dans le couloir. Quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? D'abord, je supprime une bonne partie de surface chauffée, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, immédiatement, je vais me dire, oui, mais d'accord, ok, mais dans le couloir, il y a quand même des gens qui bossent aussi. Et donc, je dois prévoir, d'abord, je dois, en conception, comprendre ce que ça veut dire, un local non chauffé dans ce bâtiment-là. Je peux le simuler, ça, c'est des choses qu'on sait faire. Donc, je valide dans la conception que, par exemple, la température ne descendra pas sous les 15 degrés. Voilà, sauf problème. Et s'il y a problème, je peux prévoir des stratégies de sécurité. Bien. Et ça veut dire que quand je vais installer des gens à travailler dans ce nouveau bâtiment, je leur donne des procédures de travail. C'est comme si, à chaque fois qu'ils entrent dans la chambre, ils sont chez quelqu'un, ils ressortent dans la rue, est-ce qu'ils s'habillent, est-ce qu'ils ont un équipement spécifique pour travailler dans ce bâtiment, etc., etc. Ça veut dire qu'avec ma conception technique, qui a du sens, parce qu'on ne le fait pas juste pour le fun et pour économiser de l'énergie, on le fait parce qu'on trouve que ça a du sens. Le sens de cette fondation, c'est maintenir les gens chez eux, ils le disent comme ça, maintenir les gens chez eux le plus longtemps possible. Ils faisaient d'abord de l'hospitalisation à domicile. Donc, incarner ça dans la conception de la résidence senior, ça veut dire je maintiens les gens dans un nouveau chez eux le plus longtemps possible, donc quand ils sont dans le couloir, ils sont dehors. Et donc ça implique l'organisation. De la mission, j'en déduis une conception technique et énergétique cohérente, et je mets en place l'organisation qui va avec, y compris avec les gens qui vont devoir travailler dedans. Et cerise sur le bouquet, non, ça ne marche pas du tout. Cerise sur le gâteau, je vous le dis juste pour l'anecdote, on m'avait raconté il y a quelques années que, du point de vue thermique, on voit beaucoup des personnes âgées qui cherchent le chaud dans les EHPAD et dans les résidences pour personnes âgées. C'est-à-dire que les bâtiments d'aujourd'hui sont uniformément tièdes. Alors que, dans une époque pas si reculée, on avait beaucoup des points chauds et des zones plus froides. En fait, il y avait le feu. C'est un truc très ancien. Et c'est quelque chose qui nous permet de nous orienter dans l'espace. En fait, on cherche le point chaud. Et un architecte m'avait raconté qu'il voyait souvent, dans les établissements pour personnes âgées, les personnes qui touchaient les radiateurs pour dire « mais il n'est pas chaud ». Il n'est pas chaud. Où est le chaud? C'est un truc qui est complètement contre-intuitif d'avoir une ambiance tiède sans avoir de truc chaud. Et donc, ce qu'on a demandé dans cette fameuse résidence senior, et puis je terminerai là-dessus, c'est de dire on veut une flamme. Alors évidemment, vous imaginez bien, un immeuble sur 3 étages avec des couloirs non chauffés et une flamme au milieu, et les gens disent on va quand même pas brasser des bûches dans ce truc-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit non, mais on n'a pas dit qu'on voulait du chaud, on a dit qu'on voulait une flamme. Et donc en fait, on va mettre un simulateur de flamme. On va mettre ce qu'on appelle des foyers à vapeur d'eau, je ne sais pas si vous avez déjà vu. En fait, on va incarner au milieu, donc il y a ces couloirs qui sont en fait des rues qui aboutissent à une sorte de place du village, et au milieu, on va mettre une flamme froide. Ce qui n'empêche pas de mettre un chauffage rayonnant pour faire un peu de chaud quand même, mais c'est moins angoissant que de brasser des bûches. Pourquoi? Parce qu'on structure l'espace thermique. Et qu'on sait que c'est important dans le vécu énergétique qu'auront les gens dans cette résidence. Vous voyez? Et donc, vous retrouvez là ce qu'on dit un peu sur l'IME, c'est-à-dire j'ai déjà 3 zones. J'ai le logement qui est chez moi, qui a une certaine ambiance thermique. Quand je sors dans le couloir, je suis dehors, donc il y a une autre ambiance encore, et je peux aller m'orienter vers la place du village sur laquelle il y a un feu, qui n'est pas tout à fait un feu, mais qui est un truc très ancré chez nous, qui est le point flamme autour duquel on peut se rassembler. Voilà, c'était quelques exemples pour vous illustrer un mode de pensée. On considère aujourd'hui que on arrive à résoudre plein de problèmes. Alors je sais que les équipes qui sont ici arrivent aussi à résoudre plein de problèmes. Des problèmes du monde réel. C'est-à-dire, on a beaucoup trop vu dans pas mal d'endroits, et je crois que c'est moins le cas dans le secteur de la santé, des gens qui argumentent sur, en particulier des rénovations, en disant on a divisé par 2 ou 3 les consommations, en le faisant avec des calculs théoriques et conventionnels. On n'en est pas là. Les vrais problèmes qu'on a, on les a dans le monde réel, c'est pas avec des calculs qu'on va les résoudre. Donc on pense vraiment que cette manière de réfléchir, mais qui est vraiment un changement de culture, peut apporter beaucoup de choses, en particulier à cette époque, et en particulier dans le secteur de la santé, où le gros enjeu, en tout cas, c'est de recréer la passerelle entre, disons, les gens de l'énergétique, en tout cas sur ces sujets-là, et la compréhension de ces métiers et de ce qui s'y passe. Voilà. Et ça, moi personnellement, je trouve que c'est quand même beaucoup plus fun que de faire du calcul, en plus. Voilà.
Je suis à votre disposition pour toute question ou approfondissement. Vous savez, je vous avais dit 30 minutes, vous voyez, ça fait 1 heure. Vous ne m'avez pas surveillé. Hein. On fait comme vous voulez maintenant. On discute pas, on pose des questions. En tout cas, je vous remercie. Alors, quelques questions. Le micro est à vous. Non, parlez fort. Alors, c'était tellement limpide que vous n'avez pas de questions. Dans le cadre d'une construction, on peut faire appel à vous, faire un ministre. Ouais. Oui. En fait, ce qu'on fait avec cette fameuse fondation-là, ben on le fait dans d'autres secteurs. Et à mon sens, ce qui manque beaucoup, c'est à l'étape de la programmation. En fait, quand on fait des programmes, le programme classique d'une opération, mais pas seulement au secteur de la santé, un peu partout, il y a un programme fonctionnel où on dit voilà ce que ça doit faire, il y a des trucs, il y a des machins, des surfaces, des choses et des bidules. Il y a un programme environnemental parfois, où on dit il y a des cibles, il y a des, voilà, on va devoir faire ça. Et puis à un moment, il y a écrit quelque part quelque chose du genre le bâtiment devra être confortable l'été comme l'hiver et être performant comme dans la réglementation. Voilà. Et là, on a réglé la question énergétique. Et en fait, ce qu'on s'est mis à faire et qui semble bien marcher et déverrouiller beaucoup de choses, c'est ce qu'on appelle un programme énergétique. C'est typiquement, je reprends l'exemple de cette résidence senior, c'est dire voilà, dans une chambre, il va devoir se passer telle chose l'été. La température, en faisant telle ou telle action, ne doit pas excéder ne doit pas monter de plus de 2 degrés par jour si on a oublié de baisser les volets. Voilà. Ça, c'est une obligation de résultat. On doit le montrer en simulation. On doit montrer, par exemple, prouvez-moi, équipe de conception, on le met dans le programme, qu'il y a un moyen de garantir la fermeture des protections solaires quand il n'y a personne dans la chambre. Je me fiche du moyen que vous mettrez en œuvre. Mais en fait, je garantis des fonctionnements. Et ça, c'est très important parce que même quand ils sont de bonne volonté, les gens du bâtiment et de l'énergie ne connaissent pas les métiers. Et donc, on le fait beaucoup sur la musique. Je lui ai dit, on débute plus sur la santé, mais par exemple sur la musique, on dit beaucoup aux directeurs techniques, aux directeurs de salle, de dire, dans mon métier, il me faut ça. Je vous donne un exemple, parce qu'il est vraiment emblématique, c'est quand vous... Ouais. L'exemple ? Ouais, le dernier. Ouais. Dans une salle de musique, il faut qu'il y ait de la fumée sur le plateau, tout le temps. C'est non négociable. Aucun concepteur de salle, aucun architecte, aucun bureau d'études ne sait ça. Et vous ne pouvez pas avoir de la fumée sur le plateau s'il y a de la ventilation. Voilà. Et pour les directeurs techniques, c'est non négociable. Donc il faut qu'ils leur disent, concevez-moi une salle où la fumée reste sur le plateau et où on fait de la ventilation. Débrouillez-vous. Ça, c'est une contrainte métier. Et c'est ça qu'il faut mettre dans un programme énergétique. Grand merci. On peut l'applaudir.